La vie et moi de Cécilia Ahern, aux éditions J'ai lu. Chapitre 1. Chère Lucie Silchester, vous avez rendez-vous le lundi 30 mai 2011. Je n'ai pas lu la suite. Pas besoin. Je savais qui était l'expéditeur. Je l'ai su dès que j'ai vu l'enveloppe en rentrant du travail, posée sur le coin de moquette brûlée par les guirlandes électriques quand le sapin de Noël était tombé par terre. Cette moquette, un vieux truc pas cher choisi par mon radin de propriétaire, était grise et usée. On l'avait sans doute piétinée plus souvent que le célèbre taureau en mosaïque de la galerie Victor Emmanuel II à Milan, dont les testicules portent bonheur si vous marchez dessus, paraît-il. On trouvait le même type de revêtement dans l'entreprise où je travaillais, ce qui paraissait plus approprié dans la mesure où il n'était pas fait pour qu'on y marche pieds nus, mais adapté à une circulation constante de chaussures cirées, se déplaçant d'un bureau à la photocopieuse, de la photocopieuse à la machine à café, et de là jusqu'aux escaliers de secours pour s'en griller une vite fait. L'ironie du sort voulant que l'alarme à incendie soit défaillante précisément à cet endroit. J'avais participé à l'effort collectif pour trouver un nouveau coin où fumer, car jusqu'ici, l'ennemi nous avait systématiquement débusqués. Le lieu actuel était facile à repérer. Des centaines de mégots s'entassaient par terre après que leurs consommateurs avaient frénétiquement aspiré tout ce qu'ils contenaient de vie pour ensuite les abandonner avec dédain. C'était un lieu sacré, plus vénéré que la machine à café, plus encore que les portes de sortie à 18h, et certainement davantage que le bureau d'Etna Larsson, la directrice, une femme qui exigeait le meilleur de nous-mêmes sans rien donner en retour, un peu comme un distributeur de friandises défectueux qui avalait votre pièce sans vous donner votre barre chocolatée. La lettre était posée là, sur la moquette sale et brûlée. Une enveloppe crème, en papier vélin, portant mon nom en caractères d'imprimerie, à côté d'un cachet doré représentant 3 spirales jointes ensemble. La triple spirale de la vie. Je savais de quoi il s'agissait parce que j'avais déjà reçu 2 lettres semblables et que j'avais cherché le symbole sur Google. Je n'avais pas répondu aux 2 premières invitations. Je n'avais pas non plus téléphoné au numéro figurant sur le papier pour décaler le rendez-vous ou l'annuler. J'avais préféré ne plus penser à ces lettres. Je n'avais pas envie de les voir revenir sur le tapis, enfin sur la moquette. Mais je n'avais pas complètement réussi. On n'oublie jamais les choses qu'on voudrait oublier. Elles tournent dans notre tête comme un cambrioleur rôde autour d'une maison pour préparer son prochain coup. Elles sont partout, en costume à rayures noires et blanches, et s'enfuient dès qu'on essaie de leur mettre la main dessus. C'est un jeu de cache-cache incessant entre nous et notre conscience. Cette lettre ne mentionnait pas les 2 premiers rendez-vous dont je n'avais pas tenu compte. Cette façon de fermer les yeux sur mes mauvaises actions me rappelait ma mère. Je tenais l'élégant papier à lettres par un coin quand j'ai remarqué qu'un côté était tout gondolé. Le chat était passé par là. Ironique tout de même. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Avoir un chat en plein centre-ville dans un immeuble où les animaux étaient interdits et travailler à temps complet signifiait qu'il n'avait jamais l'occasion d'aller se soulager dehors. Dans l'espoir d'atténuer mon sentiment de culpabilité, j'avais décoré l'appartement de photos du monde extérieur. De la verdure, la mer, une boîte aux lettres, des galets, une rue, un parc, d'autres chats, et Gene Kelly. Si cette dernière photo était surtout pour mon plaisir personnel, j'espérais que les autres calmeraient ses envies de sortir, ou de respirer l'air pur, de se faire des amis, de tomber amoureux. Comme j'étais absente 5 jours par semaine, bien souvent de 8h à 20h, et encore quand je rentrais, je l'avais dressé pour éliminer, selon les termes du dresseur de chat, sur du papier, afin de l'habituer à utiliser sa litière. Or, cette lettre, seul morceau de papier qui traînait par terre, l'avait perturbé. Je l'ai regardé tourner dans un coin de la pièce, l'air embarrassé. Il savait que c'était mal. Cette pensée rôdait dans sa tête. Il ne parvenait pas à l'oublier. Je détestais les chats, mais celui-là, je l'aimais bien. Je l'avais baptisé Monsieur Pan, comme Peter, le célèbre garçon qui peut voler. Monsieur Pan n'était pourtant pas un garçon qui refusait de grandir, et assez bizarrement, il n'avait pas le pouvoir de voler. Mais il y avait une sorte de ressemblance. Et puis, ce nom m'avait paru adéquat à ce moment-là. Je l'avais trouvé un soir au fond d'une allée, dans une benne à ordures, où il miaulait, comme s'il était en grande détresse. Ou peut-être était-ce moi qui n'allais pas bien. Ce que je faisais là relève de la sphère privée. Mais il tombait des cordes. Je portais un trench beige, et après avoir pleuré ma rupture avec l'homme idéal en buvant trop de tequila, j'avais poursuivi la bête en criant « Le chat !» telle Audrey Hepburn, d'une voix claire mais émue.
Le chaton âgé d'un jour s'était révélé hermaphrodite. Sa mère, ou son propriétaire, ou les deux, l'avaient abandonné. Le vétérinaire m'a informé qu'il possédait plus d'attributs masculins que féminins. Toutefois, il me semblait qu'en le baptisant, je prenais seule la responsabilité de choisir son sexe. J'ai pensé à mon cœur brisé et à la promotion que j'avais ratée parce que ma patronne me croyait enceinte. C'était au retour des vacances de Noël et mon orgie annuelle avait carrément rivalisé avec les banquets des Tudors. J'avais souffert d'affreuses crampes d'estomac pendant 1 mois. Je m'étais fait ploter par un clochard un soir dans le train et je m'étais fait traiter de garce par un collègue de bureau alors que j'essayais simplement de donner mon avis. J'ai donc décidé que la vie serait plus facile pour le chat si c'était un mâle. Mais je me suis peut-être trompée. De temps en temps, je l'appelais Samantha ou Marie, n'importe quel prénom féminin. Et il me regardait avec ce qu'il me faut bien appeler de la gratitude, avant de se vautrer dans une de mes chaussures, en rêvassant devant mes talons aiguilles et tout cet univers dont on l'avait privé. Enfin, je m'égare. Revenons-en à la lettre. Il fallait que je me rende au rendez-vous cette fois. Je ne pouvais pas y échapper. Je ne pouvais pas faire comme si je n'avais rien reçu. Je n'avais pas envie d'énerver davantage l'expéditeur. Mais qui était donc cet expéditeur? Je tenais entre le pouce et l'index la page qui séchait, et j'ai penché la tête pour lire une nouvelle fois le papier gondolé. Chère Lucie Silchester, vous avez rendez-vous le lundi 30 mai 2011. Bien à vous. Votre vie. Ma vie. Mais oui, bien sûr. Ma vie avait besoin de moi. Elle traversait une mauvaise passe et je ne lui avais pas accordé suffisamment d'attention. Je m'étais détournée de l'essentiel, je m'étais occupée d'autre chose. Mes amis, mon travail, ma voiture toujours plus mal en point, ce genre de préoccupation. J'avais complètement négligé ma vie. Et voilà qu'elle m'écrivait, qu'elle me convoquait. Et il n'y avait qu'une chose à faire, aller la rencontrer en personne.